Les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce lundi 25 mai de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Et bien sûr, comme le disait Kierkegaard, on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. On ne peut pas la vivre qu'en regardant en avant. Tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, puisque vous êtes avec nous ce matin et qu'on sait pertinemment que la semaine vient de commencer, on espère tout simplement qu'elle commence bien, parce que votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent, et qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite pour commencer justement cette belle semaine. Mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris, mes deux mousquetaires sont déjà sur ce plateau ce matin. Welcome. Good morning, Steve. How's it? We thank God the weekend was quite relaxing. C'était un bon week-end au moins? Actually, it was, Steve. On espère en tout cas pour vous. Alain Dior, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Je me porte très bien. Le week-end a été? Oui, bien. Bien? Bien. Vous dites pas bien parce qu'il faut dire bien. Non, bien parce qu'il y a eu des événements. Vous savez que depuis un moment, il y a eu la sanction qui est passée inaperçue compte tenu de la crise sanitaire. Il y a aussi eu la FIFA qui a eu 116 ans, 116 années. Donc, tous ces événements-là sont passés inaperçus justement. Sont passés inaperçus. Hier également, et même la fête de la fête. Voilà. Donc tout cela, je pense que nous étions hier sur un plateau et puis on parlait de tout cela et ça a créé une sorte d'ambiance. Et puis c'est pour ça que ce matin, je suis tout bien portant et je pense que c'est comme ça que la semaine va démarrer. On ne peut pas également oublier qu'aujourd'hui est également journée fériée, chômée et payée. Absolument. Bon, férié, chômé et payé, parce qu'on ça, on disait quand on était petit. On espère tout simplement que c'est un jour férié, chômé et payé. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, l'information traitée par nos confrères de la presse écrite africaine et internationale, c'est tout de suite. Et maintenant, c'est la revue de presse. For what newspapers are saying this first day of the week, Steve, like you rightly said, today is a public holiday. We begin what papers have from out of Cameroon and we come back to Cameroon at the end and we begin with Business Day newspaper in Nigeria that tells us that that residents and businesses located within the precinct of Apapa are in for longer travel time as the Lagos state government says it is closing the Maritime Beach Bridge for 5 months for emergency repair works. The all-important bridge, according to the state government, would be partially closed from Total Gas inwards Apapa from Wednesday. The Vanguard newspaper, still in Nigeria, says mixed views hallmarked President Buhari's executive order yesterday granting financial autonomy to the legislature and judiciary at the state level, and the order, as we read in the Vanguard newspaper, was signed last Friday. We go over to East Africa with the Daily Monitor in Uganda that tells us that planes loads of tourists aboard Ethiopian KLM and Turkish Airlines are expected to land in Tanzania in the next 1 week, marking a critical milestone in the ongoing reopening of the country's economy following nearly 2 months of lockdown. And the country's commercial capital, Dar es Salaam, hotels and schools are all heeding President John Magufuli's directives to reopen the entire economy following what he termed as significantly reduced cases of coronavirus patients in that country. In Kenya, cash-strapped state broadcaster Kenya Broadcasting Corporation, the KBC, as we read in the Daily Nation newspaper, is entangled in a legal tussle over 2.7 billion shillings deducted from employees' salaries but not remitted to their retirement benefit scheme. Report says the broadcaster has not remitted the deduction for nearly a decade. We take the Herald newspaper in Zimbabwe that talks of President Mnangagwa, who has challenged Africa to pursue the vision of the founding fathers and promote economic integration and sustainable development for the continent. As he addressed the nation today to mark the 57th anniversary of the founding of the Organization for African Unity, now the African Union, on May 25, 1963, the president commended Africans for defending the continent's independence.
In South Africa, the Sowetan Live newspaper informs us that the government wrote a blank check for criminals when it decided to keep the ban on cigarette sales. The founder of the Tax Justice South Africa said yesterday, Sunday, that the move is irrational and unworkable, as all evidence shows that the vast majority of smokers are not stopping smoking during the lockdown, as they simply buy from the black market. The Herald newspaper in Scotland informs us that breathtaking, arrogant Prime Minister stands by Dominic Cummings, whom Johnson insists acted legally over 250-mile lockdown trip in which he travelled to his parents' home despite government's lockdown restrictions. It is the same story the Daily Telegraph in Britain has as their main headline, quoting Prime Minister as saying he has acted responsibly, legally, and with integrity, giving Dominic Cummings his full backing as cabinet ministers warn of risk of lockdown. In India, the Statesman newspaper tells us that India finally resumed its domestic flight services from this Monday, 2 months after commercial airlines ceased operations in view of coronavirus pandemic. We take the Daily Star newspaper in Lebanon that says at least 5 people were killed and more than 20 injured on Sunday in Somalia in a blast during festivities to mark the Eid al-Fitr festival, to mark the end of the Muslim holy month of Ramadan. Japan Today newspaper in Japan says Japan is expected to end its coronavirus-related state of emergency this Monday by easing curbs on economic activity in Tokyo and 4 other prefectures ahead of schedule, with the spread of infection under control. Steve, we end back home in Cameroon with the lone newspaper today, Echo Matin, talking of reforms of the franc CFA, and the paper says the Central African Zone is still reflecting. These are some of the information we could have, Steve, given that today is a public holiday. En tout cas, en Afrique centrale, parlant du franc CFA, eh bien, tout le monde en réfléchit encore, parce que la date du 30 juin est proche, il ne faut pas également l'oublier. Plus que peut-être 35 ou 37 journées pour la fin du mois de juin, justement. Et on espère tout simplement que du côté de l'Afrique centrale, on continuera à réfléchir. On ne va pas également oublier que Sowetan, du côté de l'Afrique du Sud, nous fait savoir que pendant ce temps, les fumeurs continuent à fumer malgré le confinement. Actually, Steve, they still continue to buy from the black market. Justement, dans le marché noir, on continue à acheter des cigarettes. On se demande bien sûr à comment est-ce qu'ils sortent même des maisons pour aller acheter justement ces cigarettes. That is the worry. En tout cas, on l'a compris avec de Sowetan ce matin. Tout de suite, allons-y en langue française, cette fois-ci avec Alain Diok. Commençons par Echo Matin qui s'intéresse justement à la réforme du franc CFA et l'Afrique centrale qui réfléchit toujours. En effet, conformément à l'engagement pris le 21 décembre 2019 dans le cadre d'un accord de coopération, la France a annoncé il y a quelques jours qu'elle prenait acte de la décision des États de l'UEMOA de changer entre autres le nom de leur franc CFA dès 2020. Pendant ce temps, l'Afrique centrale attend toujours 6 mois après de prendre connaissance justement des résultats de la réflexion confiée à la commission de la CEMAC et de la BEAC justement par les chefs d'État de la sous-région. Au Gabon, le journal L'Union titre Covid-19, des freins du dépistage. Le nombre de tests réalisés au 23 mai avoisinait les 10 000, mais peurs et honte du fait d'une perception erronée de la maladie et d'une communication maladroite à ses débuts constituent donc des réels obstacles en un dépistage massif. Pourtant, élément clé avec l'isolement des patients et leur traitement de lutte contre le Covid-19. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous indiquent que les épidémiologistes chinois sont en séjour de travail au Congo. Là-bas, ils sont là depuis le 23 mai et ce jusqu'au 31 mai prochain à Brazzaville et à Pointe-Noire pour former justement les médecins et les personnels médicaux en matière de diagnostic et de traitement des patients atteints du coronavirus. En RD Congo, le courrier de Kinshasa nous renseigne qu'il y a une tension persistante à la frontière entre la Zambie et la RDC. Selon le journal, la brouille est localisée dans les provinces de Tanganyika et du Haut-Katanga où les troupes zambiennes manifestent des velléités d'annexion d'une partie du territoire
congolais, dont plusieurs localités se trouvent déjà sous leur coupe. En Côte d'Ivoire, le journal Aujourd'hui s'interroge: FIF, où va l'argent du football? En Côte d'Ivoire, les 81 clubs regroupés dans les différentes divisions professionnelles affiliées à la FIF doivent désigner un nouveau président de la fédération le 20 août prochain. Mais avant, une commission électorale indépendante doit être mise en place dès le 20 juin à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire. Au Bénin, le journal Les Pharaons parle du coronavirus et les chiffres du département le plus touché du Bénin. En effet, les autorités béninoises ont fait donc un nouveau bilan de la maladie à coronavirus ce dimanche. Il ressort de ce dernier bilan sanitaire que le pays présente 191 cas confirmés de Covid-19. Les autorités ont précisé que 106 personnes sont sous traitement, 82 guéris. À la date du 24 mai, le pays compte 3 décès. Au Burkina Faso, le journal Le Faso nous rapporte que le Ramadan 2020 était placé sous le signe de la solidarité et du respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le grand imam de la mosquée de Ouagadougou, après avoir rendu grâce à Allah, a prôné la paix et la solidarité au Burkina. Il a aussi interpellé les fidèles à redoubler d'efforts dans le respect des mesures barrières pour limiter justement la propagation du Covid-19. Tout de suite en France avec le journal Le Monde qui titre Diplomatie, la fin du soft power américain. En effet, la pandémie a donc porté un coup sévère à l'influence américaine dans le monde. Les États-Unis de Donald Trump sont aujourd'hui plus isolés que jamais. La fermeture des frontières, y compris aux Européens, et la suspension de la contribution de l'OMS ont écarté Washington de la coopération mondiale, nous dit le journal Le Monde de ce jour. Emploi, diplôme, les jeunes victimes collatérales du coronavirus, titre Le Figaro. Concours reporté, stage annulé, contrat envolé. Les moins de 25 ans sont frappés de plein fouet par la crise du Covid-19 et se présentent sur un marché de l'emploi déjà en panne. Le journal catholique La Croix, quant à lui, titre Changer le monde. Pendant 3 semaines, le journal explore les nouvelles voies que nous pourrions emprunter pour répondre aux crises multiples qui nous traversent. Le journal Libération évoque l'appel des soignants qui disent « Monsieur le Président, vos paroles ne suffisent plus » à l'occasion justement de l'ouverture du Ségur de la santé. Le journal publie le manifeste d'un collectif de professionnels et ses propositions pour un service public de soins plus fort et plus juste. Terminons par le journal sportif. L'équipe qui s'intéresse au rugby. Championnat arrêté, huis clos envisagé, baisse du sponsoring. Le rugby français craint le pire pour la survie de ses clubs. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. C'est comme si nous étions en Seconde Guerre mondiale, il faut préciser. Tout est arrêté. C'est un gros problème d'ailleurs pour nous tous qui sommes, il faut le dire comme ça, amoureux du football. Et pendant ce temps, Monsieur le Président, vos paroles ne suffisent plus. Oui, pour dire que ce n'est pas seulement au Cameroun ou bien en Afrique où la parole donnée n'est pas toujours sacrée ou alors sacralisée. Vous savez que nous sommes dans une crise où personne n'attendait rien. Donc on peut faire des promesses peut-être pour calmer aussi, que ce soit le personnel soignant. Que ce on fait des promesses juste pour faire des promesses. Non, pas pour faire, puisque parfois on n'est pas à la mallette. Par exemple, si vous promettez aux populations des masques et que vous n'en fabriquez pas, c'est un problème. Donc ça ne peut pas arriver au niveau où vous voulez, où vous avez espéré rétrocéder. En tout cas, nous savons pertinemment actuellement que Emmanuel Macron est réellement dans pas mal de problèmes. Ça, il faut le préciser. Oui, pas mal également. de problèmes, mais il faut aussi relativiser. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile, il faut relativiser. C'est pas facile de diriger un pays. Savoir que justement, c'est un pays qui est aussi beaucoup plus complexe. À peine on a demandé le déconfinement, à peine les gilets jaunes sont déjà dans la rue pour dire que ça ne va pas du tout. Donc, allez savoir justement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc on comprend pourquoi en Afrique, il fallait déjà faire ça parce que le Nigeria et même l'Afrique du Sud, les premières économies africaines, que là-bas, les gens se sont levés également, dire que mieux mourir du Covid-19 que de la famine. Donc, vous voyez que même en France, c'est le cas. Et donc, il faut faire très attention avec ceux qui pensent qu'il fallait encore rester en confinement. Ça pouvait créer également une autre crise. Justement, dans votre... On ne peut peut-être pas pouvoir la juguler. Dans votre revue de presse ce matin également, il y a une tension persistante à la frontière, il faut le dire comme ça, entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Tension
pas bonne du tout en tout cas. Absolument. Vous savez que depuis un certain moment, pas seulement aujourd'hui, hein, les frontières justement du Congo sont parfois poreuses, dans la mesure où il y a toujours des velléités de certains groupes, que ce soit même du côté du Rwanda, que ce soit du côté de la Tanzanie qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui. Donc je pense que les Africains, nous voulons former justement un pays, et donc je ne vois pas pourquoi est-ce que un autre pays qui est juste limitrophe à vous peut, même si il y a justement, on ne s'attend pas sur un certain nombre de choses. Vous savez que depuis un moment aussi, comparaison n'est pas raison, mais le Cameroun est également avec nos frères de la Guinée équatoriale, ou qui veulent ériger justement un mur sur le territoire camerounais. Je crois que tout cela ne nous permet pas d'avancer, parce que avec cela, chacun veut se limiter, chacun veut se recroqueviller pour faire... Ce n'est pas seulement sur le continent africain, il faut préciser par ailleurs que jusqu'à preuve de contraire, oui, du côté de l'Europe, aujourd'hui, c'est la même chose, hein, il faut préciser par ailleurs, parce qu'il y a une grande guerre entre la Grande-Bretagne et la France, et entre la France et justement l'Espagne. En Europe, donc, la différence, c'est que en Europe, c'est la fermeture des frontières. Oui. C'est-à-dire qu'on peut fermer et comme on peut les rouvrir. Par contre, chez nous, on érige plutôt les barrières. C'est-à-dire on veut faire cavalier seul. On ne veut pas faire avec l'ensemble, on veut faire cavalier seul. C'est ça la grande différence. Donc je crois que les Africains doivent comprendre que nous ne sommes plus au niveau où les États, les micro-États aujourd'hui n'ont plus de place dans ce monde qui est... En tout cas, merci beaucoup Alain Diop pour cette revue de presse. Ce matin, je vais me tourner vers Mange Vernachus. Pendant ce temps, le Daily Monitor en Tanzanie, John Magufuli demande en tout cas à ouvrir les commerces, les hôtels, les écoles, parce que l'économie va mal. Actually, Steve, like just what Jackson was saying here, it's not as if these policies that our leaders are putting in place during this crisis period are not, they are not serious. They are serious measures. But then the problem comes with measures that could accompany these measures that they are bringing. You cannot ask people to stay at home. When you ask them to stay at home, what do they eat? That is why you find people coming out insisting that we want to continue with our, with our activities because we prefer to die of coronavirus than dying of hunger. That is why, like you take a country like in Uganda, the president is asking the economy to open. We should continue with our activities because experience is proving that the virus has not taken the same proportion in Africa as it is doing in Europe and in other Western countries. Else we would have had deaths. If you compare the deaths in Africa as a continent, they are not up to what we have in US. So I think that the virus in Africa is not having the same proportion of impact like in Western. That's why presidents like John Magufuli thinks that the economy should open, that life should continue. Surtout qu'il faut préciser par ailleurs que la Tanzanie vit essentiellement du tourisme. Ça, il faut le préciser. And that is why the paper says, le tourisme, and that is why the paper says in the weeks ahead, they expect to receive planes, loads of tourists coming in to that country because they discovered that the economy was completely in the halt. And he called on commercial activities to go on. Hotels should open, schools should open because they believe that they have the control of the virus they have the virus under control. C'est presque le même son de cloche avec The Herald où Emerson Mnangagwa demande justement, il faut le dire comme ça, de continuer à ouvrir l'intégration sous-régionale. Okay, that is why the president of Zimbabwe, to him, he commends Africans. Ces derniers temps, si les frontières sont fermées, mais lui, il soutient quand même. Yes, he commended Africans that Africans have been defending the independence of African countries from the 1960s. And he believed, he is addressing the country today, the 25th of May. Remember, today, the 25th of May, marks the 57th anniversary of the creation of the Organization of African Unity that has become the African Union. So, in addressing the nation this Monday, he was, applauding what Africans had done throughout this period in safeguarding the independence of Africa, telling them that they have been following the vision of the founding fathers of African continent. But then the question that when you look at him, you ask, is this genuine? Can we really talk of Africa being united? Do we really talk of the union? That union, does it play the role as it is supposed to be? Sans oublier que je sais pas, mais ça doit être au mois de mai où on célèbre la journée de l'Afrique.
On espère. That is Je crois it. que si c'est pas la semaine dernière, On espère tout simplement que ce sera le cas dans les jours qui viennent. Messieurs, pendant ce temps, on ne va pas également oublier notre ami Joseph Titignawa du côté de la Côte d'Ivoire avec le journal Aujourd'hui qui s'interroge à la Fédération internationale de football. Où va l'argent du football? On ne va pas également oublier que ces derniers temps-ci, Didier Drogba a de sérieux problèmes. Lui qui veut justement être le président de la FIFA, la fédération justement ivoirienne de football. On est en train de lui mettre les bâtons dans les roues. On espère tout simplement que tout ira pour le mieux pour lui. Oui, Messieurs, absolument. je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin. Rendez-vous est pris pour demain pour une nouvelle édition de votre revue de presse. Tout de suite et maintenant, nous accueillons la chronique avec Hervé Moukouri qui nous a manqué et qui était gravement malade, mais malheureusement, ou alors heureusement, il est là ce matin. Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est nous qui sommes très heureux de vous retrouver en forme. On espère que c'est la forme cette fois-ci, c'est la reprise. C'est la reprise, effectivement. Aujourd'hui, on a plus peur des hôpitaux que de la maladie. Hein. Justement, on avait peur pour vous depuis des semaines déjà, on se posait pas mal de questions, mais maintenant ça va déjà un peu. Ça va, on tient le coup. On est ravis en tout cas d'entendre de votre bouche que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoique les événements soient enchaînés. À une semaine de la reprise des classes, les chiffres sur le nombre des contaminés au Cameroun, il faut le dire, de coronavirus, ne sont pas rassurants. L'heure demeure en tout cas la prudence, c'est l'objet de votre chronique de ce matin, Hervé Moukouri. Il faut dire que le virus chinois est devenu un casse-tête chinois pour les gouvernants qui ne savent plus où donner de la tête, travailler entre les morts, les cas de contagion et une activité économique dont les mesures restrictives ont fini par asphyxier les États, contraignent les populations aujourd'hui un tout petit peu à la misère. À cause du Covid-19, la vie, il faut le dire, ne va pas s'arrêter. Sinon, le monde entier n'aura rien à envier au Venezuela. Les dirigeants du monde l'ont compris, tous ou presque l'âge du lest. Avouons qu'il n'est pas du tout enviable d'être responsable ou alors dans la posture de nos gouvernants où les critiques les plus acerbes pleuvent à la moindre prise de décision. C'est le cas d'ailleurs au Sénégal où la reprise des classes est annoncée pour le 2 juin prochain. Cette décision a suscité une levée de boucliers pour les syndicalistes sénégalais dont on connaît la verve et même la puissance. Il est dangereux d'envisager le retour des élèves en classe dans un contexte de propagation des cas communautaires qui reste le principal défi des autorités. Le Sénégal, faut-il le rappeler, est l'un des 5 pays africains les plus touchés du continent par le Covid-19. Au Cameroun, la terre chérie, la rentrée des classes est annoncée dans une semaine exactement, donc le 1er juin. Mais depuis l'assouplissement des mesures restrictives, les cas confirmés de coronavirus volent vraiment en éclat. Les chiffres affolent. Déjà, on tourne autour de 4 500 contaminés. Et c'est le cas. Et comme c'est le cas, on enterre les victimes à l'appel au grand désarroi des familles, devenues de plus en plus impuissantes face à la dure réalité, il faut le dire, implacable. Ces inhumations à la hâte par les agents des mairies et personnels sanitaires n'ont visiblement pas d'impact dans le subconscient de la plupart des Camerounais. C'est bien dommage qui avoir le comportement dans les bars, les snacks et autres lieux publics semble bien se gausser d'une pandémie qui visiblement n'est que l'apanage des poisseux. On dit que c'est pour les poisseux. Et curieusement, ce sont ces mêmes Camerounais irresponsables, et je dirais sans scrupules, qui crient à U et à Ja sur la reprise des classes le 1er juin prochain, alors que les chiffres de contaminés vont crescendo. Ils fustigent le gouvernement sur une décision qui expose la jeunesse camerounaise à la merci d'un redoutable virus. Les chiffres des contaminés sont à la hausse, certes. Cela devrait plutôt éveiller nos consciences, mesdames, messieurs, plutôt que de critiquer le commun des Camerounais prompt à se livrer à cet exercice, devrait plutôt comprendre que l'État est souverain. On ne devrait pas attendre jusqu'à l'infini pour espérer connaître une issue de la pandémie pour que l'État fasse amende honorable.
L'heure n'est plus aux tergiversations, aux critiques et autres gesticulations stériles, mais à la responsabilité collective, une responsabilité de tous et de chacun. Prenons conscience du danger qui plane auprès de nos enfants. Prêchons donc par l'exemple, s'il le faut, en palliant au manquement du gouvernement. Disons à nos enfants qu'ils retrouveront une ambiance inhabituelle le 1er juin prochain en cette période de crise sanitaire. Il faut donc redoubler de prudence. Le risque zéro n'existe pas. Nous sommes tous exposés. Le gouvernement, de son côté, doit prendre ses responsabilités en prenant, ou plutôt en mettant des mesures pour assurer la protection de nos enfants dès le 1er juin prochain. Le cri de détresse du ministre des enseignements secondaires à l'endroit des maires, des mairies d'arrondissement ou des collectivités territoriales décentralisées pour une dératisation et une désinfection des salles de classe, vraiment n'est pas de nature à nous rassurer, il faut le dire ouvertement, parce que là on voit une sorte d'improvisation. Or, gouverner, c'est prévoir, vous le savez si bien, Aristide, en prenant la décision de renvoyer les enfants à l'école il y a près d'un mois, ce gouvernement aurait déjà pensé ou alors mis sur pied une stratégie efficace en vue d'assurer la santé et la vie de nos enfants tout simplement. D'ici lundi prochain, le gouvernement a encore du temps pour se rattraper, on espère. On espère tout simplement de tout cœur qu'ils vont justement se rattraper en espérant. On a dit qu'un enfant par banc, et c'est juste les élèves qui vont justement faire les examens, qui vont justement retrouver le chemin de l'école le 1er là déjà juin. c'est une bonne prise, une bonne décision, mais là il faut maintenant désinfecter les salles de classe et surtout encore prendre d'autres mesures pour rassurer davantage les parents qui de plus en plus, il faut le reconnaître, sont assez inquiets. Pendant ce temps, il y a un autre problème qui va surgir le 1er juin prochain. Il sera obligatoire, en tout cas pour chaque élève, de payer un masque à 1000 francs CFA. À 1000 francs CFA. Il y a Bon, un autre problème quand même qui va on va trouver des solutions. Et on n'offre pas, j'espère que le chef de l'État, comme habituellement, il est magnanime, il va pouvoir faire un geste à l'endroit des élèves. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, on pourra donner en tout cas à ces élèves l'opportunité d'avoir un masque gratuitement. Mais ça va pas être facile. Que ça ne sera pas facile, mais il faudrait que ça soit une obligation à la limite. Mais que les parents trouvent quand même 1000 francs pour eux. C'est pas donné, hein, parce qu'un Camerounais moyen vit avec, on parle de combien de dollars, $1 Bon, ce ne sont que les chiffres qui nous viennent de l'extérieur. Il faut quand même qu'on bon, enfin, entre guillemets. Entre guillemets. Et pendant ce temps, il y a encore d'autres problèmes, mais il ne faut pas également oublier qu'il y a certains parents qui ont payé la scolarité de leurs enfants depuis le mois de décembre dernier. Et il faut préciser par ailleurs que toute la scolarité entière est totale, mais les enfants n'ont pas fréquenté, il faut le dire. Et là, c'est un tout autre problème qui se pose. Et j'y pense même d'ailleurs depuis, il fait une chronique là-dessus. Et parce que, vous savez, il y en a qui ont souffert, qui ont une pression pas possible au mois de décembre pour achever la scolarité, oui. Et vous voyez-vous, maintenant... c'est fait, ça fait déjà 4 mois que les enfants sont à la maison. Ne vont pas à l'école et c'est pas sûr qu'ils iront encore à l'école. Et qui plus encore dans les établissements, je lisais un peu quelque part que dans les établissements catholiques, on a décidé de diviser les salaires des enseignants en deux. Pourquoi on ne sait pas. Et pendant ce temps, il y a certains contrats qui ont été rompus. Voilà, des instituteurs, ce qui est très mal vu. Il faut également le préciser parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont plaintes auprès de moi pour me faire savoir qu'il y avait ceux qui avaient des contrats de 12 mois. Malheureusement, les contrats sont devenus des contrats de 10 mois, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a plusieurs parents qui ont payé la totalité de la pension. Comment est-ce que ces instituteurs ne sont pas payés, vont pas être payés? Voilà, là est toute la question. En tout cas, on espère avoir les responsables de l'éducation. Et sans oublier bien sûr les responsables des établissements également, peut-être sur notre plateau pour qu'ils nous disent concrètement ce qui se passe. Voilà. Merci en tout cas, Hervé Moukouri, d'avoir été là ce matin pour votre chronique. On est très heureux de vous avoir ce matin. Et on espère que demain également, vous serez toujours en grande forme. Mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, nous entrons dans le débat.
repas de course, nos invités doivent s'asseoir, et ça il faut le préciser, parfois il faut montrer comment ils s'asseyent et que tout le monde sache que c'est repas de course, que cela se fait, et surtout qu'il a plu, il faut le dire également, sur la ville ce matin. J'espère seulement qu'il ne pleut pas dans le cœur d'Albert Anatola ici qui a mouillé. Bonjour et bienvenue. Il pleut sur la pluie, mais il fallait être présent au rendez-vous. Oui. Donc c'est une exigence, c'est une obligation, c'est un rendez-vous que nous donnons. Voilà pourquoi je pose la question. J'espère qu'il pleut dans la ville, mais il ne pleut pas sur votre, dans votre cœur. Dans votre cas, il ne pleut pas. Tant mieux. Alors, mon coup de gueule ce matin, bien évidemment, je reprends à mon compte votre coup de gueule tout à l'heure, entre guillemets. Il me semble qu'une année scolaire, c'est 9 mois. Et à ce que je sache, l'année scolaire n'est pas encore arrivée à son terme. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, justement, les chefs d'établissement ne paient pas les salaires de leurs vacataires et de leur personnel. Ça ne se comprend pas. Je pense que, quelque part, il s'agit de très mauvais contrats qui sont signés entre ces personnels, d'abord des personnels enseignants, le personnel administratif. Or, justement, ces parents ont déjà perçu une très grande partie de la scolarité. Eh bien, je pense qu'il y a un problème que le gouvernement doit faire dans ce sens, parce que c'est d'autant qu'il y en a qui reçoivent les subventions de l'État. Et il y a également ces instituteurs du privé qui, jusqu'à preuve de contrat, souffrent et continuent à souffrir. Contrat de 10 mois, contrat de 11 mois, contrat de 12 mois. Et quelqu'un me disait encore hier, il y a certains qui sont venus me voir pour me faire comprendre que, justement, jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas eu leur salaire du mois d'avril, le salaire du mois de mai. D'ailleurs, ils n'espèrent même pas avoir le salaire du mois de juin. Parce que, déjà, l'école n'est pas encore terminée, comme vous le disiez Albert Anatola ici. Mais les salaires également ne passent pas. Non, c'est de la malhonnêteté, tout simplement. À ma gauche, Paul Ken, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngos, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Je tiens à présenter nos condoléances à la famille Ndoxen qui a perdu un de ses fils qui était prêtre de Jésus-Christ. Depuis 31 ans, il a été victime du Covid jeudi dernier et nous l'avons accompagné à sa dernière demeure le vendredi matin. Nous tenons par cette information rappeler à tous les citoyens de ce pays que le Covid n'est pas des amusements, c'est une réalité. Ça peut frapper partout. Vous avez vu des colonels, vous avez vu des médecins, vous avez vu des pasteurs, maintenant c'est des prêtres. Ça peut arriver à tout le monde. Donc faisons attention. Faisons attention, ça peut arriver à tout le monde justement. Le dernier point sur lequel je voudrais quand même, j'ai pas eu la chance de participer à ce débat, je voudrais dire que actuellement, d'ailleurs dans votre revue de presse, vous avez parlé de l'Afrique centrale qui continue à tergiverser, à réfléchir par rapport au franc CFA. Je pense que même si on n'a pas encore tout eu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le fait que le compte des opérations soit fermé en France, c'est déjà une victoire. Que les Français qui siégeaient dans les organes ne soient plus là, c'est une autre victoire. Il faut continuer à tirer sur la corde parce que ce genre de négociation, ça ne s'obtient pas totalement aussi facilement. Voilà. Donc, le commandant Ouglé Massara disait que quand une porte est restée longtemps trop fermée, quand elle s'ouvre, le premier geste à faire, c'est de la bloquer pour qu'elle ne se referme pas. Donc, on continue à bagarrer pour que l'Afrique centrale, surtout ces pays qui ont été condamnés pendant plusieurs années sous le joug du franc CFA, qu'on continue à bagarrer pour obtenir complètement notre liberté. Merci beaucoup en tout cas pour ce coup de gueule également ce matin. Patient Parfait, donc bonjour, bienvenue à vous. Merci pour cette invitation, malgré la pluie. Malgré la pluie, justement. C'est pas évident aujourd'hui. On a pensé faire une fleur à nos amis de la communauté musulmane en s'habillant avec les beaux boubous musulmans, et malheureusement il pleut. Donc c'est pas possible. Alors, je reviens sur le coup de gueule de ces enseignants qui ne sont pas payés parce que les patrons estiment qu'il y a le Covid-19 et qu'ils n'auraient pas terminé l'année scolaire. C'est l'escroquerie, il faut le dire. Il ne faut pas qu'on mâche les mots, surtout un grand ordre d'enseignement comme l'enseignement catholique qui ne sont pas loin de vous. Tout à l'heure, Paul annonçait le décès d'un prêtre, l'abbé Binam, qui a travaillé justement pendant 31 ans. Et à côté de vous aussi, il y a une sœur qui a été directrice du collège Chevreuil, qui est décédée aussi, suite de Covid toujours. Donc ça prouve quand même que ces maladies tuent. Donc nous sommes face à une situation exceptionnelle. On dit une situation exceptionnelle, mais c'est exceptionnel. L'Église catholique, ce n'est pas le petit vendeur, ce n'est pas le boutiquier de coin, quoi. C'est une organisation qui fonctionne et qui a un capital, n'est-ce pas, en ce qui concerne par exemple l'enseignement, qui ne dépend pas d'une année scolaire. Donc je crois que Monseigneur Clédat doit faire cet effort-là
et ne pas trouver une parade en disant puisqu'on n'a pas terminé l'école et les stagiaires qui n'avaient pas encore fini l'année scolaire, ils sont mis de côté. Les enseignants, on menace même j'avais vu même communiqué de syndicats des enseignants au niveau de Yaoundé, de l'enseignement catholique. On disait il y a des rumeurs qui courent que on veut diviser leur salaire par 2. Je crois que ça, c'est de l'escroquerie. Il faut faire attention. Tout le monde doit faire un effort. Et surtout, quel salaire? Quand vous regardez ce salaire de ces enseignants, c'est incroyable. Bon, je crois que les portes qui nous mènent au paradis, ou bien les chemins qui nous mettent au paradis, ils sont vraiment sinueux. Mais là, il faut quand même faire un effort, cher prélat. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'ailleurs d'un scandale, hein, monsieur, les enseignants en tout cas catholiques, ce n'est pas la première fois, on en parle toujours tout le temps, mais on sait quand même que Monseigneur Cléda, c'est quelqu'un qui est un homme de grand cœur. Il a entendu justement le coup de cœur et surtout votre cri d'alarme ce matin. On espère tout simplement que ces enseignants seront payés et surtout la totalité de leur salaire. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, on parle toujours du Covid Organics et l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est le directeur général, enfin le directeur de l'OMS, a eu un entretien avec le président malgache Andry Rajoelina la semaine dernière. Eh bien, Andry Rajoelina qui déclare d'ailleurs travailler avec l'OMS depuis l'année dernière. Il déclare d'ailleurs qu'ils ont observé des effets secondaires sur le Covid Organics. Ils sont passés justement à un second protocole et puis après à un troisième protocole. Eh bien, messieurs, nous savons également que l'OMS travaille en étroite collaboration avec les experts mondiaux, les gouvernements et surtout les partenaires pour élargir rapidement les connaissances scientifiques sur ce nouveau Covid-19, sur la propagation en tout cas, et la virulence du virus, et donner des conseils aux pays, aux individus sur les mesures à prendre pour protéger la santé et empêcher la propagation de cette flambée. Nous interrogeons dans ce matin, patient parfendum, eh bien, quels sont les enjeux de la coopération de l'OMS avec Madagascar? D'abord, il faut commencer, à mon sens, à planter des corps en disant il faut féliciter Madagascar qui a pris cette responsabilité. J'ai dit, à mesure exceptionnelle, non, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver quelque chose. Ils ont proposé quelque chose, heureusement qu'ils nous l'ont dit. Ils ont dit que ce breuvage, parce que c'est un breuvage dont cette tisane, oui. Peut être perfectible. Donc, ils n'ont pas dit, ok, c'est bon, tout est réglé, il n'y a plus de soucis, etc., etc. Bon, ils nous ont dit, voilà la solution que nous proposons, et cette solution est perfectible, et nous allons continuer à travailler avec le groupe des experts scientifiques et médicaux sur la question de telle manière que nous puissions à terme proposer une solution vraiment qui sera viable. Alors, tous les médicaments, la plupart des médicaments, ont souvent des effets secondaires. Ça dépend des organismes et des individus. Ça dépend aussi des pathologies que ces individus avaient avant. Vous voyez, on peut tous ici... Mais c'est pas justement ce qui avait été dit au départ. Hein. Parce qu'à parfendum, on nous faisait savoir justement que le Covid Organics CVO était curatif et surtout préventif. Oui, mais ce n'est pas antinomique de ce que je dis. Je dis que nous sommes tous sur ce plateau, on peut prendre le même médicament et les uns peuvent avoir des effets secondaires et d'autres pas. C'est ça la difficulté de la médecine. Elle est extrêmement complexe, compliquée et subtile. C'est pour cela qu'il faut souvent, on demande un dossier médical pour essayer de voir quels sont les types de pathologies que le patient a, quels sont les antécédents qu'il a avec tel type de traitement. Vous savez très bien qu'il y a certains, par exemple, antibiotiques. On vous dit, si vous avez tel type de maladie, ne prenez pas cet antibiotique. Je prends un cas banal, etc., etc. Donc, je crois que nous sommes face à cette difficulté de l'implémentation de cette découverte, mais surtout de sa mise en pratique, n'est-ce pas, par rapport aux patients. Oui. Est-ce que pour cela, on doit jeter le bébé avec l'eau du bain? Je dis non. Je dis il faut continuer à travailler. C'est pour ça que quand je parlais des tradipraticiens que je tire dans le chapeau, mais je disais il faut qu'il y ait une organisation, que l'État organise ce secteur de telle manière qu'au niveau des codes, des pratiques et même du protocole d'administration de leurs solutions, que cela réponde aux normes scientifiques modernes. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, sinon on rentre dans des situations où des gens essaient de s'acquérir mieux. Il faut qu'on voit très bien que par rapport à tel type de pathologie, si on analyse le Covid Organics ou bien le COOC, excusez-moi, voilà le type de difficultés qu'on peut rencontrer au cours du traitement. Ceux qui se traitent, par exemple, qui font la chimiothérapie, pour ceux qui ont des cancers, ils savent très bien que c'est des trucs qui sont banals dans ces cas-là.
Donc ce n'est pas encore, il n'y a aucune panacée, il n'y a pas de risque zéro par rapport à cette difficulté. Ce que je me réjouis, c'est que si enfin l'OMS comprend très bien qu'il y a une petite lumière qui pointe à l'horizon à Madagascar et qui se trouve dans cette position, j'allais dire, objective, d'aller dire on va à Madagascar, on regarde qu'est-ce qui se passe là-bas, est-ce que nous pouvons contribuer à améliorer ou bien à collaborer avec l'État malgache pour pouvoir nous sortir finalement une solution qui est viable. Je dis, on applaudit. Mais une fois de plus, attention, nous sommes dans le domaine médical. Le domaine médical, il est extrêmement complexe et difficile. Et c'est pour cela, justement, que je dis aux gens qui disent le Covid-19, le coronavirus n'existe pas. Parce qu'on a vu des experts qui font dans la pharmacopée traditionnelle venir sur les plateaux nous dire, écoutez, moi je ne mets pas de masque, moi j'embrasse des gens, des gens réputés, hein, et qui continuent de distiller ces éléments subjectifs dans la population. Peut-être c'est ça qui explique que quand vous êtes dans la rue, vous voyez les gens se balader sans masque. Vous voyez les gens être dans des... Vous avez vu une vidéo qui a été virale dernièrement concernant Dokoti. C'est un scandale. C'est un scandale. Le carrefour de Dokoti où les gens étaient vraiment millimètres... C'était à tuer. Non, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Donc, je continue de dire, surtout à ces tradis praticiens, de faire attention. De ne pas donner l'impression que cette affaire-là n'existe pas. Elle existe. Maintenant, nous espérons que les solutions qui sont dans notre pharmacopée traditionnelle vont nous permettre soit d'endiguer, soit de freiner au moins la propagation de cette maladie. Mais nier que la maladie n'existe pas, c'est extrêmement difficile. La même chose, que ce soit la solution de Monseigneur Cléda, que ce soit la solution des Malgaches, que ce soit d'autres solutions que nous essayons d'expérimenter dans nos, nos petites masures, au Gabon, même le docteur Agon de Bénin, etc., etc. Ce sont des propositions de solutions qu'il faut continuer à perfectionner de telle manière que nous puissions trouver quelque chose de viable par rapport à cette vérole. Surtout qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Même le coronavirus, regardez les scientifiques sur le plan mondial. Les modes de contamination, chaque jour, il y a un élément nouveau qui s'ajoute. Chaque jour. On dit, oh, attention, cette fois-ci, on a trouvé des traces de coronavirus dans les spermes des malades. C'est devenu une MST. Hein? Donc, c'est quelque chose de nouveau dont même le monde scientifique moderne n'a pas encore pu déceler complètement les chevaux pour qu'on nous dise exactement de quoi il s'agit. À nous donc d'appliquer ce sacro-saint principe, excusez-moi si je le bombarde de sacro-saint, mais le pari pascalien, n'est-ce pas? Le Covid-19, je dis oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter les règles barrières. Si au bout, le Covid-19 n'existe pas, on aurait perdu quoi? Rien du tout. Mais imaginons qu'on ne respecte pas ces règles barrières et que nous attrapons le Covid, il sera trop tard pour nous. Paul Nkendu, jusqu'à peu quand on a l'impression que ces dernières tensions découvrent des choses et d'autres sur le Covid organique, enfin le Covid-19, et on a l'impression que c'est semble qu'on dit la Covid-19. Bon, la Covid-19, les autres disent le Covid-19, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et jusqu'à peu quand on a l'impression que les choses s'aggravent de jour en jour, justement sur ce sujet. Par exemple, le patient Parfait vient de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, on a même découvert depuis la semaine dernière que même dans le sperme aujourd'hui, on peut retrouver justement le Covid-19. Oui, avant de revenir sur votre question, je voudrais également féliciter le comportement des chefs d'État africains pour tous ceux qui ont pris position en faveur de Madagascar. Oui. Parce que quand une pandémie comme celle-ci arrive, au lieu de croiser les bras et se dire Dieu va agir, il fallait au moins faire quelque chose. Et nous avons la chance que le jeune président de Madagascar, et c'est une personnalité atypique, il n'est pas sorti du même moule que tous les autres. Avec son comportement, il a décidé de prendre les devants et de proposer quelque chose. Malgré les premières critiques qui sont venues de ce qui, vous savez, il a tenu bon. Et en continuant dans ce sens-là, l'OMS a été contrainte de battre un peu en retraite et surtout de venir lui proposer. L'OMS qui était radical au départ, il faut également parce que les Africains, je le dis toujours, nous ne sommes pas moins intelligents que les autres, mais nous sommes moins entreprenants quand il faut agir. Nous sommes bons en mathématiques, en sciences, dans tous les domaines, mais il se trouve que ceux qui sont chargés d'accompagner les jeunes ne font pas assez pour que les jeunes réalisent ce dont ils ont comme potentialité. Alors maintenant, il y a la solution malgache, il y a la solution de Cléda et de bien d'autres Africains. C'est déjà quelque chose à féliciter. Et en plus, nous avons constaté que les chefs d'État africains n'ont pas abandonné et même
les médias ont soutenu cette initiative. Par rapport à ceux qui continuent à s'amuser, moi je me demande effectivement si nous avons assez de conscience. Parce que des maladies qui tuent en grand nombre, on en a connu dans cette Afrique. Ça ne commence pas aujourd'hui. Quand il y a eu le VIH, il y a des personnes qui se sont comportées de la même manière que le VIH n'existait pas. Même s'il n'existait pas réel, parce qu'il reste encore des réserves à révéler au monde. Mais il y a des gens qui mouraient. Si certaines personnes avaient pris des précautions. J'entendais tout à l'heure que certaines personnes continuent à aller acheter de la cigarette en clandestinité. Alors, dans le marché noir. Dans le marché noir. Quand on a ce genre de comportement, c'est pour s'attendre à quoi? C'est pour décimer des valeurs. Parce que ces personnes qui consomment de la cigarette, il y a des personnes qui auraient pu être utiles, soit à leur famille, soit à toute une communauté. Donc, quand on voit le comportement que Parfait stigmatisait tout à l'heure, on se demande si nous sommes vraiment conscients des enjeux. Plus nous perdons nos personnes les plus importantes, plus nous sommes en danger parce que nous ne pouvons pas répondre au moment où on aura besoin de nous. Donc, la solution africaine, je crois qu'elle a sa place et on doit continuer à la soutenir pour que nous ne soyons pas toujours à la traîne. Être à la traîne, ça voudrait dire que c'est les autres qui vont décider. Mais la réaction africaine, croyez-moi, quand je reste quelque part, j'observe, même si elle n'est pas parfaite, elle sera soutenue et on peut la parfaire. Comme Parfait l'a dit, il faut commencer quelque part. On ne peut pas toujours attendre des autres. On vous comprend parfaitement. Albert Alatola, ici, jusqu'à preuve de contraire, on sait pertinemment que quand l'OMS s'introduit dans une affaire, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours un bénéfice. Il y a toujours quelque chose qu'on recherche. Je voudrais convoquer un fait historique avant de répondre à votre question. Parce que ça va dans ce sens. Le 25 mai 1963, je crois, était créée l'OIA, l'Organisation de l'Union africaine, Addis Abeba, qui avait pour but, justement, de libérer, de permettre aux États membres de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Union africaine, d'être libres et d'être indépendants. Et je crois, le 9 juillet 2002, j'ai le sentiment qu'il y a eu des lézards dans ce projet panafricaniste, si vous voulez, oui, qui était porté par ses pères fondateurs, Sylvanus Olympieux, entre autres. Hein. Pourquoi? Parce que il y a eu ce que nous avons l'habitude d'appeler les administrateurs néocoloniaux. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce qui se passe à Madagascar, notamment pour ce qui concerne l'attitude du président malgache, c'est un véritable panafricaniste. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont censés porter le panafricanisme, c'est-à-dire le continent africain d'abord, sont compromis. Je pense à mon sens que j'ai été le premier à l'audit sur les plateaux de télévision, à savoir que le Covid organique va subir une campagne de bashing. D'abord de la part des laboratoires hexagonaux et occidentaux, et surtout des médias, de leurs médias. Et vous constatez que chaque fois qu'il y a une prise de parole de ce côté-là, c'est absolument et uniquement pour faire le bashing, pour démontrer que cette affaire-là, c'est un grand bluff. C'est tout soit un grand bluff parce que lorsque vous êtes confronté à une situation de crise sanitaire et qu'on vous demande de boire votre propre urine pour vous sauver la mise, je suis sûr que vous le ferez. Et moi, j'ai vu des gens, à une certaine période, il y a une certaine maladie qui courait, qui faisait des ravages sur le continent africain, en tout cas au Cameroun. J'ai vu des gens boire des urines. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas une autre alternative. Est-ce que le Mediator n'avait pas d'effets secondaires? Des milliers de personnes en sont mortes d'ailleurs. Ok. Il y a une vaccination, un vaccin qu'on nous donnait quand on était tout petit là, qui a même paralysé des générations. Kinimax. Est-ce que ça n'avait pas qui a paralysé d'ailleurs plusieurs enfants sur le continent africain. Est-ce que les antirétroviraux pour traiter le VIH/SIDA n'ont pas d'effets secondaires? Il faut qu'on soit sérieux. Si c'est ça l'argumentaire, je le trouve fallacieux. Absolument, c'est-à-dire il est fallacieux, il est hors de propos.
Et encore plus qu'il ne s'agit pas d'un médicament, il ne s'agit pas d'un traitement en tant que tel. Il s'agit d'une tisane, c'est-à-dire l'artémisia. Tout à l'heure, le grand frère patient dont parlait du coq, le coq. Le coq chez nous, il s'agit c'est une écorce. C'est une écorce qui est un peu le quinquilibre, je crois que c'est ça qu'il s'agit, qui est très amère. Bon, est-ce que ça peut avoir des effets secondaires? Je ne crois pas du tout. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Nous sommes dans les enjeux géostratégiques. Et vous savez que un médicament est avant tout un instrument géostratégique. Ça, c'est important. C'est un instrument politique. Sans compter les enjeux économiques, autant pour moi, économiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où les Africains, je parle, le panafricanisme est revenu, a repris du poil de la bête sur le continent africain, eh bien, il y en a qui pensent que la solution à la pandémie contre le Covid-19, notamment pour ce qui concerne le traitement, cette solution est endogène, c'est-à-dire elle doit être africaine, absolument. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait une rupture. Nous ne devons pas tout le temps prendre ce qui vient d'ailleurs, parce que nous avons l'habitude de croire que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien. Non, c'est absolument faux. Nous avons des compatriotes africains qui soignent leurs malades. Parce que justement, ils ont eu de l'avance au niveau du système hospitalier, parce qu'ils ont investi dans la santé, dans le système de santé. S'il y avait le même dispositif dans le système de santé en Afrique, je suis certain que ces compatriotes ne seraient pas là-bas. Ça veut donc dire que nous avons de l'expertise, nous avons la matière première qu'ils n'ont pas certainement. Bon, moi je crois que de mon point de vue, les essais cliniques, les essais scientifiques, de manière pointue, sont en train de se poursuivre parce que, vous l'avez tout à l'heure souligné, que le président malgache a estimé et il a affirmé que les recherches, les études se poursuivaient. On va d'ailleurs le suivre dans un instant sur cette vidéo. Oui. D'avoir un médicament amélioré, parce qu'il s'agit là d'une tisane, peut-être dans sa version améliorée, mais on est en train de pousser des recherches, des études, dans la perspective d'aboutir à un traitement curatif. Parce que actuellement, justement, le Covid organique a un effet préventif, même si il a ajouté quelque chose qui était relativement hors de propos, parce qu'il fallait confier cet aspect aux scientifiques, aux spécialistes de santé, notamment le côté curatif de la tisane. Donc je pense que le Covid organique a pour effet, d'après ce que j'ai entendu, de réduire la charge virale. Au même titre, quand vous buvez le coq, ça peut vous soigner les parasites intestinaux, ça peut vous soigner la fièvre, c'est-à-dire le paludisme, mais pour ce qui est du reste, je ne pense pas. Pour ce qui concerne notamment le Covid-19, qui est une grippe, c'est un virus. Donc je crois qu'il faut qu'on arrête un peu cette polémique qui me semble inutile et surtout contre-productive. En tout cas, on va revenir avec vous, Paul Nkeng, dans un instant. Nous allons suivre tous ensemble cet élément, en tout cas, du président malgache, avec le directeur de l'OMS, Adhanom Ghebreyesus, avec qui, en tout cas, ils ont eu un entretien, il faut le préciser, que nous allons suivre tous ensemble en quelques minutes. Bonjour, docteur Tedros, monsieur le directeur général, c'est un plaisir de communiquer avec vous. Thank you, Your Excellency, and very nice to talk to you too. You remember the last time we met face to face was in February on the margins of the African Union in February 2019, and we had a very productive discussion. And of course, not face to face this time, virtually, but very glad to see you again. Également, j'ai un bon souvenir de notre rencontre quand on était à Addis Abeba. Effectivement, nous avons beaucoup de projets pour améliorer la santé des Malagasy. Actuellement, je tiens à vous dire que on travaille beaucoup avec l'OMS. Depuis que je suis à la tête du pays, l'année dernière, nous avons pu éradiquer en grande partie la rougeole à Madagascar. Yes, no, thank you so much. What was clear during our meeting was your commitment to health. And I was very, very appreciative of that. And I know and I remember how directly you were engaged to stop the measles outbreak
and that was completed with success. And thank you so much for your leadership on the measles outbreak, which really helped in stopping it as quickly as possible. I remember when we met, you told me that health for you is central, and that you will be directly involved, and that you will invest in health, and that's what I am seeing. And thank you so much for your commitment. So, Your Excellency, maybe I would be happy also to hear your views about the COVID situation in Madagascar. I would be happy to work with you closely and work in any way possible. Oui, comme vous le savez, Dr Tedros, tous les pays sont actuellement touchés par cette pandémie qui est le coronavirus. L'objectif de chaque État, c'est vraiment de limiter sa propagation et de faire le moins possible de victimes. Et pour faire face à cette réalité, Madagascar a élaboré un protocole de traitement, un protocole d'observation clinique et un protocole d'essai clinique également. Et le premier protocole s'agissait en fait du traitement bithérapie associant la chloroquine et l'azithromycine. Ce traitement certainement a permis de traiter et de guérir les premiers malades atteints du coronavirus à Madagascar. Par contre, nous avons constaté des effets indésirables et des effets secondaires sur les patients traités par ce traitement. Ce traitement donc a présenté un risque potentiel de toxicité et qui a exigé une plus grande surveillance clinique. C'est pour cette raison que nous avons étudié et cherché avec nos chercheurs de trouver d'autres voies et moyens pour faire face à cette pandémie. Nous avons mis le deuxième protocole d'études ou d'observation clinique sur la décoction ou le Covid Organics qui a été établi par nos chercheurs. Et donc, nous avons utilisé de l'artémisia ainsi que d'autres plantes médicinales malagasy. C'est notre médecine traditionnelle qui est connue et reconnue pour ses effets. Et actuellement, nous proposons un troisième protocole et un essai clinique associant 2 médicaments injectables. Sur ce troisième protocole, nous avons travaillé jour et nuit et échangé également avec des professeurs chercheurs dans l'océan Indien, mais également avec des chercheurs et cliniciens aux États-Unis. Vous savez, comme cette maladie n'a pas de frontières, et ce qui est important, c'est que cette maladie renforce également les liens d'amitié et de recherche du monde entier. Et donc, en réponse à cette invitation de l'OMS, nous acceptons de proposer le Covid Organics ou le Tamba CVO et l'association des 2 médicaments injectables en tant que médicaments candidats dans le cadre du Solidarity Trial, sous réserve l'adoption d'un accord de non-divulgation sur la formulation d'abord du Covid Organics que nous proposons actuellement. Thank you so much, Your Excellency. I have with me my chief scientist. Her name is Dr. Soumya Swaminathan, and she is leading the Solidarity Trial. First of all, thank you so much again for your leadership. As you rightly said, this COVID is now a global problem, and the contribution from all of us is very, very important, and especially leadership is really crucial. So I really appreciate you for that. Coming to the COVID situation, you have started taking actions early. And I think these measures are paying off, and continuing with the measures, especially a comprehensive package as you are doing, is very, very important. But considering the situation in other countries, yours is you're doing really well. Then on the COVID organic,
First of all, the non-exposure, the confidentiality agreement, we will sign that. We can keep it confidential. And as you know, we have a traditional medicine unit, and the traditional medicine unit can be involved, can help you. And we can work with you also in refining the protocols and in helping you have a successful trial on that. And we're very glad that Comoros is part of it, Congo, DRC, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Tanzania, Chad, and many ECOWAS countries are joining. So the study on the COVID organic, we can support you on that too. And we can sign also the confidentiality agreement, as you rightly said. And we can help you to make it as scientific as possible. So when the results comes, it will be a result that can be accepted, globally. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il serait possible que l'OMS nous accompagne avec l'adoption d'un accord de non-divulgation également des 2 médicaments injectables que nous pouvons proposer, nos études que nous avons déjà plus d'1 mois aujourd'hui étudiées avec tous nos chercheurs dans le protocole d'essais cliniques pendant une durée de 1 mois. We welcome the opportunity to work with you, and we will help you in refining where the protocol needs some refinement, and to also work with you and with the other countries to have agreed to join you. And then we will also sign the confidentiality agreement for 1 month, which you said, and we would be happy to work on those issues together, and we would be happy to partner with you on this. So the only thing I will ask you then is, from your side, if you assign colleagues, then from our side we have our chief scientists. They discuss and they can work on how they can proceed from there. Merci, Monsieur le directeur général. En effet, nous faisons face à un ennemi commun qui est le coronavirus. Et Madagascar est très engagé là-dessus. Voilà, messieurs, vous avez suivi justement cet entretien entre le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et justement le président malgache, Andry Rajoelina. Je prends déjà vos réactions, messieurs. Patient Pafendom. Dans cette affaire-là, moi, je ne peux pas faire confiance à l'OMS. Je ne peux pas. Et ça me pose un autre type de problème. Tout à l'heure, c'est la journée de l'Afrique aujourd'hui. Que fait l'Union africaine? On nous avait dit qu'il y a un département au niveau de l'Union africaine qui s'occupe de ces questions. Je pense qu'il fallait d'abord que cette question soit traitée au niveau de l'Union africaine. Même si là-dedans, on ne peut pas, le risque est zéro de ne pas avoir des agents étrangers n'existant pas, mais au moins qu'on passe d'abord par là. Et tout à l'heure, j'ai écouté le directeur de l'OMS nous dire que 8 d'autres pays, la cité la Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, veulent faire partie de ce hub pour la recherche et produire quelque chose de viable pour tous, mais que l'Union africaine se saisisse d'abord du problème. Parce que ce qui va se passer là, c'est que sitôt l'OMS aura la formule des différents médicaments qui sont proposés par Madagascar, rapidement, cette formule sera refilée, n'est-ce pas, aux firmes pharmaceutiques occidentales, qui vont certainement en extraire le principe actif, faire des molécules pour faire leurs médicaments en disant vous allez, c'est bon pour nous, on a trouvé. C'est-à-dire encore sur le dos de l'Afrique. Vous savez très bien, la plupart des recherches, elles sont souvent sanctionnées parce qu'ils appellent des brevets. Et ces brevets sont déposés où on sait. Et souvent, quand une firme pharmaceutique a financé une recherche qui aboutit à une solution qui est brevetée, je vous dis, vous pouvez mourir par milliers de personnes. Le gars ne lève pas le port de brevet sur la trouvaille. Conséquence, les gens continuent de mourir au point où on a un pays comme l'Inde qui a dit qu'il va commencer à se passer du veto des brevets parce qu'il n'en pouvait plus pour essayer de sortir ce qu'on appelle les génériques. Vous voyez. Alors, donc, je continue de dire que dans cette affaire-là, ce que se joue là maintenant, c'est... cet accord de confidentialité, d'ailleurs, que demande le président malgache. Anatole en avait parlé tout à l'heure. C'est la question économique. Vous voyez. Les majors des firmes pharmaceutiques, là, le Big Pharma,
ils ne dorment plus. Ils ont des insomnies. Parce que si la solution malgache finit par s'avérer efficace, ils vont complètement tuer tout ce que nous sommes en train de découvrir là maintenant. Comme tentative, je veux dire, il y a un centre de recherche français financé par les États-Unis qui a dit qu'ils sont sur le point de mettre sur pied un vaccin. Et Donald Trump a dit que avant la fin de cette année 2020. Et ce vaccin devait d'abord être administré aux Américains. Et il y a une bataille pas possible entre Donald Trump et M. Macron sur cette question. Que comment un centre de recherche qui est basé en France va découvrir quelque chose et nous, les Français, nous ne pourrons pas en profiter. Tu vois, c'est la firme Sanofi. Mais c'est les Américains qui ont financé. Mais c'est les Américains qui ont financé cette recherche, vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, si nous faisons l'erreur, si Madagascar et l'Union africaine font l'erreur, parce que c'est ça qu'il s'agit, ce sont les deux co-responsables, de filer cette formule-là à l'OMS, nous n'aurons que nous opposer parce que leur problème, c'est de tout faire pour sécuriser leur population. Nous, on passe pour de menus frétins. Ils s'en foutent, évidemment. S'ils réussissent à avoir cette formule, cette équation, ils vont la transformer comme ça vient d'être transformée pour soigner leurs gens et nous passerons pour pas être formés. Justement, il y a une question. Il y a une question que j'ai besoin de poser. Où est passé Jérôme Mouyangi? Mais aux dernières nouvelles, il était à RD Congo. Peut-être que les Congolais aussi sont à RDC. Ils sont en train de travailler sur quelque chose. Parce que justement, aux dernières nouvelles, c'est une dame française qui a pris justement le protocole de ce Covid-19, de ce Covid organique. Ils ne pourront pas. Je crois que j'ai écouté, et là je félicite encore ce jeune président. Oui. Les gens nous avaient dit ici, oh non, c'était un DJ. Mais là, vous voyez, le gars, il est sûr de lui. Il est cohérent. Il est cohérent, il est posé, mais on sent qu'il est déterminé à aller l'avant dans cette voie qui s'est vraiment ouverte. Donc je suis content, je suis heureux de trouver qu'un jeune comme ça puisse vraiment tenir la ligne, tenir la dragée haute par rapport, n'est-ce pas, à la pression, aux pressions, parce que ce que vous voyez à travers l'OMS, ce sont des pressions du Big Pharma. Qui dit bon, comme on a essayé, ça ne marche pas, il passe par le Big Pharma, par l'OMS, pour dire aux petits de nous sortir la solution. Dis aux petits de nous sortir la solution. Il ne peut pas faire même bas sur un magot aussi important comme celui-là. C'est ça qu'il s'agit. Et quand on va leur filer la solution, ils vont sortir un vaccin et ils vont obliger maintenant les pays africains d'être dépendants de ce vaccin qui est en réalité une solution africaine. Vous voyez, qu'ils ont pu détourner. Donc, c'est là l'enjeu de cette bataille-là. Et cette bataille-là, elle sera une bataille à mort, surtout une bataille, j'allais dire, essentielle. Si nous, tous les communicants africains, toute la jeunesse africaine, tous les peuples africains ne dressent pas un mur, n'est-ce pas, pour protéger Madagascar et son chef d'État, mais surtout pour dire à nos chefs d'État qu'il est grand temps de mettre le paquet sur cette solution endogène. Si on nous ne le faisons pas, nous serons encore une fois coupables de notre couardise, de notre larbénisme, comme c'est souvent le cas, et nous serons tout gros, excusez-moi l'expression, mais tout gros gens comme derrière, par rapport à cette bataille j'allais dire sanitaire, qui est en train de s'annoncer et qui n'est pas de mode. Elle est aussi violente qu'une bataille militaire. Il faut faire très attention. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que je suis, tout en étant heureux vraiment de l'attitude, de la posture du président malgache, c'est le moment pour l'Afrique de se mettre vraiment en ordre de bataille. Et j'ai été heureux, excusez-moi, je savais que je suis un opposant au président Biya, mais dans son discours, il avait laissé poindre que le Cameroun ne va pas abandonner la recherche d'une solution endogène, n'est-ce pas, à cette pandémie. C'est quelque chose de très important, même si c'est dit de bout de lèvres, il faut mettre la pression pour qu'effectivement, qu'on aille vraiment vers... Parce que je continue de vous dire ce qu'au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes les Occidentaux ne sont pas d'accord. C'est quoi le Covid-19? Ils ne sont pas d'accord. Personne ne sait. Est-ce que c'est un virus qui a muté? Est-ce que c'est un virus dont on a modifié l'ADN? De quoi il s'agit? Ils ne savent pas. Les modes de contamination. Tout le monde est vraiment dans le flou total. Donc, à nous, maintenant j'ai l'impression qu'on tient le bon bout. Quand on tient le bon bout, qu'on continue vraiment de mettre la pression, mais cela... Madagascar ne pourra s'en sortir s'il a le soutien actif des autres pays africains. De l'Union africaine. Si l'Union africaine, dans son ensemble, ne forme pas un bloc autour de Madagascar, je peux vous dire, vous savez très bien que la résistance malgache fera long feu.
Paul Ken, il y a encore quelques semaines, il faut le préciser comme ça, l'OMS disait non. Le Covid organique, ce n'est pas un médicament. Le Covid organique, c'est pas vraiment quelque chose, comme disait d'ailleurs Abel Anatola ici, depuis le jour où le Covid organique a vu le jour, une campagne de bashing a commencé justement sur les médias internationaux. Aujourd'hui, on revient, l'OMS revient quelques temps plus tard pour dire, on va vous accompagner, nous sommes avec vous, vraiment ce que vous avez fait est extraordinaire, on sait que ce que vous faites, vraiment, ça marche très bien dans votre pays, d'ailleurs vous vous en sortez très bien, c'est d'ailleurs les propos de Adhanom Ghebreyesus, et on ne comprend pas qu'est-ce qui se cache justement dans cette amitié subite entre l'OMS et Madagascar. Je vous ai dit que ce garçon a apporté des preuves, oui, que ce qu'ils ont initié a apporté des résultats. Et il faut être aveugle pour ne pas le constater. Zéro décès jusqu'à preuve du contraire. Dans ma modeste analyse, je constate que c'est par là où commence la souveraineté de l'Afrique. Pourquoi nous ne sommes pas souverains en Afrique? C'est un sujet sur lequel, parfois et moi, nous ne sommes pas souvent d'accord. Voilà le véritable point de notre souveraineté, la maîtrise de la science. Je l'ai toujours dit, ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais c'est parce que nous, on ne prend pas beaucoup d'initiatives et on ne va pas en profondeur. Maintenant que le coup de gong a été sonné par ce jeune, qu'on comprenne que dans d'autres pays africains, on peut faire pareil. Et en maîtrisant la science, oui, vous allez constater que les capitaux vont plutôt partir d'ailleurs pour entrer chez nous. Et à partir de cet instant-là, l'Afrique va devenir à mesure de concurrencer, de parler d'égal à égal sur le rendez-vous, que j'appelle souvent le rendez-vous du donner et du recevoir. Mais tant que vous n'avez rien à proposer scientifiquement, c'est les autres qui apportent leur science, vous êtes toujours à la traîne et c'est eux qui vont imposer la loi. La même chose se passe dans la finance. Il y a 30 ans, Internet a commencé. Internet a été le plus grand motivateur des mouvements financiers à travers le monde. L'informatique, pareil. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est les autres qui continuent à battre monnaie pour nous. Alors que nous avons aussi des personnes qui ont été formées dans ces grandes écoles capables de le faire. Pourquoi ne pas déplacer des écoles de formation pour que ça se passe en Afrique? Nous avons des bons ingénieurs en informatique, des bons statisticiens, des bons informaticiens, même des experts comptables. On a tout. Mais il se passe que nous restons là, on regarde comment on décide à Paris de quoi le monde sera fait. Quand on parle d'une technologie, la blockchain par exemple, avec la technologie blockchain, on n'a plus besoin de fixer le prix du pétrole à New York ou à Chicago. C'est à partir de cette technologie. Et les Africains ne sont pas nombreux, mais il y a quand même un début de solution. On peut trouver, je connais certains qui peuvent le faire. Mais aujourd'hui, la solution de Madagascar devrait réveiller tout le monde pour que chacun se dise, mais attention, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que le médicament qui va combattre le Covid? On peut réaliser beaucoup de choses, pas seulement le Covid. On a plein de capacités, mais nous laissons que la souveraineté se décide ailleurs. Regardez la Chine. Pourquoi la Chine aujourd'hui est à mesure de produire 70% des antibiotiques qui se retrouvent dans les pharmacies en France, aux États-Unis? C'est la Chine qui produit 70%. Oui. Et la Chine s'était recroquevillée sur elle-même pendant un bon moment, s'est mise à travailler. L'Afrique, vous avez vu ce qui était arrivé au professeur Anomangu. Il avait pourtant la solution pour remonter le système immunitaire quand le VIH est arrivé. Mais on l'a étouffé. Parfois, quand bien même le président de Madagascar, ses collaborateurs, en tout cas ses compatriotes, auraient plus de solutions, il n'est même pas bon de tout dévoiler. Parce que quand vous dévoilez tout, vous devenez la cible de toutes les menaces et on finit même par arracher par d'autres voies que vous ne connaissez pas. Donc, pour l'instant, ce que le président de Madagascar dit, c'est bien, mais il ne doit pas en réalité laisser à l'OMS la possibilité d'entrer en position de sa formule. Dès qu'elle sera récupérée, il va tout juste constater qu'il y a un autre laboratoire qui existe et qui a sorti un protocole semblable au sien, même si le nom sera différent. Donc pour moi,
collaborer avec l'OMS, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une marque de reconnaissance. Une preuve qu'en Afrique, il y aurait aussi des personnes capables de réaliser de très bonnes choses qui vont révolutionner le monde. Albert Anatola, ici, peut-on laisser réellement à l'Afrique et à l'Africain justement ce pouvoir de soigner, il faut le dire comme ça, hein, de soigner ce virus qui a tué, il faut le dire comme ça, partout dans le monde? Tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, j'ai convoqué un fait historique. Il y a des éléments de langage que j'ai introduits dans ces faits historiques. Ça veut donc dire que nous continuons le combat et je ne pense pas que lorsque vous êtes prisonnier, lorsque vous êtes en captivité, on vous donne votre liberté. Vous l'arrachez. Oui. Vous arrachez votre liberté. Donc, je pense aujourd'hui, et ça c'est important également de le préciser et de le souligner d'ailleurs, à grands traits, l'OMS est soupçonné d'être d'intelligence avec la Chine. Bon, vous rappelez quand même que la dernière assemblée générale de l'OMS s'est terminée en queue de poisson. Pourquoi? Parce que on accuse l'actuel directeur général notamment d'être d'intelligence avec la Chine par rapport notamment au coronavirus. Oui. Ça c'est de deux. Justement, la Chine qui fabrique les médicaments, qu'il vend d'abord sur son propre marché, n'a pas besoin du brevet ni de l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché de l'OMS pour le faire. Encore moins la Chine, l'Inde autant pour moi. Mais pourquoi est-ce que le cas de Madagascar fait polémique? Nous avons, encore que pour ce qui concerne les recherches sur le Covid organique, il n'y a pas que les chercheurs malgaches. Il s'agit d'un collège de chercheurs constitué à la fois des malgaches, des Congolais, nous avons tout à l'heure souligné le docteur Mouniangui, de Français, ça il faut le préciser. Donc, alors, pourquoi le Covid organique fait polémique? Justement parce que certainement ça vient de l'Afrique. Et ça vient de l'Afrique parce que nous, on a toujours regardé l'Afrique sous le prisme de Bethléem. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire qu'en Afrique, rien de monde ne peut sortir de là. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je pense que, tout à l'heure, vous avez évoqué, j'allais dire, l'indolence, pour ne pas dire le laxisme de l'unité africaine, de l'Union africaine, pour moi. Mais l'Union africaine ne peut rien faire. L'Union africaine est financée par l'Union européenne, par la Chine, par la Russie, par les États-Unis. Vous voulez que ça fasse quoi, l'Union africaine? Ça ne peut rien faire. Si, après 60 ans, l'Union africaine n'a plus rien fait sur le continent africain, si après près de 60 ans, l'Union africaine a laissé bombarder, a laissé bombarder la Côte d'Ivoire par l'armée française, si l'Union africaine, après 60 ans, a laissé bombarder la Libye et faire tuer justement Kadhafi, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle ne peut rien faire du tout. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine c'est un marché, comme nous avons l'habitude de le dire. Oui. Ça a besoin de beaucoup de réformes, mais au niveau des États, chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et je pense que le président malgache qui prenait la place des leaders, notamment pour ce qui concerne la recherche, eh bien, la recherche médicale, c'est une très bonne chose. Parce que ce qui fait problème sur le continent africain, c'est que nous n'avons pas de leader. Il n'y a pas de leader. Personne ne veut prendre le courage de prendre ses responsabilités, certainement parce que, soit du fait des compromis, soit du fait de la peur, et surtout des compromissions. Donc moi, je crois qu'il est essentiel de constater une chose. Aujourd'hui, ce qui se passe à Madagascar doit interpeller la génération, en tout cas les jeunes Africains, pas seulement dans le domaine de la santé, dans d'autres domaines aussi pointus dont le continent africain a besoin. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain, c'est plus d'1 milliard d'habitants, c'est-à-dire c'est un marché. Ce qui fait donc que si d'aventure le Covid organique devient une solution endogène malgache, il ne va pas se poser un problème de marché. D'abord, sur le continent africain, il y en a qui sont engagés. On a cité des nombre de pays dans l'élément que j'ai constaté. Ce n'est pas plus de 10 pays. Ça a été ça lorsqu'on lançait l'organisation de l'Union africaine. C'était moins de 10. Quelques temps après, il y a quand même 35 pays africains qui ont quand même pris l'initiative et qui ont pris l'initiative de payer le Covid organique. Voilà. Donc, ils sont donc très positivement parce que là, il faut être courageux parce que justement, ils pensent qu'il faut une solution africaine par rapport à la pandémie de Covid-19. Parce que je vous l'ai dit, la solution, je parle du vaccin et du traitement, ça ne doit pas venir du côté de la Manche, ou bien de l'Atlantique, ou bien du côté de la Méditerranée, tout ce que vous voulez. Non.
Il faut une solution africaine. Et je pense qu'il y a eu quelques frémissements de ce côté en dehors de Madagascar. Il y a eu l'ampivirine du côté du Bénin, qui n'est pas très vulgaire, on ne communique pas beaucoup là-dessus. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans l'optique de trouver une solution endogène africaine. Patient Parfait d'homme, jusqu'à preuve de contraire, on veut que la solution vienne de l'Afrique. Et justement, depuis qu'on connaît l'apparition du coronavirus, il y a pas mal de solutions qui viennent justement de l'Afrique. Au Gabon, on a trouvé un médicament. Au Cameroun, on en a trouvé un. Au Bénin, on en a trouvé également un. À Madagascar, on en a trouvé un. On peut encore citer d'autres pays également qui sont en train de trouver à gauche et à droite des médicaments. Cela peut également faire comprendre au monde entier aujourd'hui que l'Afrique peut, pas comme Albert Anatole ici dit qu'on n'est pas à Bethléem, où on dirait qu'il y a quelque chose de bon, on ne veut pas sortir d'ici. Non, c'est-à-dire que tout à l'heure, Paul Nking parlait de la science, mais Paul, vous enforcez une porte ouverte. Moi, je l'ai toujours dit et soutenu. L'Afrique doit domestiquer la science. Et souvent, j'ajoute, au sens large du terme. Ce n'est pas fortuit, cet ajout-là. Nous devons domestiquer la science. C'est seulement quand nous serons capables de domestiquer la science que nous allons produire le miracle africain. C'est pour cela que souvent, je mets un peu de bémol quand on veut taper sur nos frères de la diaspora. Parce que pour moi, dans mon entendement, dans mon raisonnement logique, ils ont un rôle important à jouer. C'est le rôle de voleur de feu. La Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Quand ils sont recroquevillés sur eux-mêmes, avec le bleu de chauffe, ou bien d'ouvriers, à un moment donné, quand ils avaient emmagasiné assez de devises étrangères, ils ont dit maintenant on va se lancer dans l'acquisition de ça. Mais ils avaient une petite discipline interne. Ils ont commencé à faire venir. Ils ont dit bon, on veut tel win, mais le montage se fait ici chez nous. En montant, ils sont avec les ingénieurs qu'ils ont formés et ils regardent. Il y a un proverbe chez moi en Bassa qui dit que, comment on dit ça? Le kangal ouais. Non, c'est-à-dire que le soin que l'œil voit n'a pas besoin d'un poulet, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une compensation. Oui. Donc, à force de regarder, ils se sont dit ça, on peut faire, ça, on ne peut pas faire. Est-ce qu'on peut faire tel boulot? On peut faire ce véringue, on peut... Tranquillement, mais parce que c'était organisé, ils ont commencé, n'est-ce pas, à s'approprier des pans importants de la manufacture mondiale. Au point aujourd'hui, ils sont les unes du monde. Mais vous voyez. Je vous coupe pas, Monsieur Parfait. Actuellement, il y a une nouvelle technologie au monde qu'on appelle la physique quantique. La Chine est numéro 1 dans cette technologie. Et comme je le disais tantôt, 70% des antibiotiques sont fabriqués en Chine. Donc, ils ont de quoi menacer, c'est-à-dire la suprématie américaine. Donc, je disais donc que dans tous ces domaines-là, il faut maintenant qu'il y ait une organisation politique qui permet de hâter rapidement, n'est-ce pas, de bonifier, de hâter rapidement ces solutions-là, vers une solution authentiquement africaine. Et pour cela, je l'avoue, ce n'est pas une affaire de chaque pays isolé. Non, chacun pris de manière isolée ne pourra pas nous permettre de faire ce pas qualitatif dont nous avons besoin. Il faut que dans ces domaines qui sont pointus, qu'au niveau de l'Afrique, qu'il y ait des hubs, qu'il y ait des synergies, des mises en commun de ce type de travail financé, encadré par l'Afrique. C'est pour ça que la question de l'Union africaine, vraiment, c'est terrible. De voir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Union africaine ne parvient pas encore à prendre ses responsabilités pour pouvoir constituer une véritable Union africaine dont nous avons besoin. La question Anatole pose. Arrêtez, Anatole, ce qui est né là avec l'OUA, c'était la défaite de l'Union africaine, il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est ceux qui étaient contre le principe de l'Union, qu'on appelait le camp de Monrovia, c'est eux qui sont sortis vainqueurs. Le camp de Casablanca, qui était constitué justement d'un Kwame Nkrumah, du roi marocain, avait été battu. C'est pour ça qu'on a fait cette affaire bancale qu'on nous appelait Organisation de l'unité africaine. Et j'ai souvent, je le rappelle souvent, le mot unité même n'était pas prévu dans le mot, dans le cycle qui était prévu. Mais c'est parce que quand on traduisait African Organization, ça rappelait de très mauvais souvenirs aux Algériens qui avaient comment on dit ça, un groupe terroriste français qu'on appelait l'OAS. Qui a fait des choses pas possibles là-bas. Ils ont dit non. Vous ne pouvez pas appeler cette affaire-là par OAS parce que chez nous, l'OAS renvoie à ce groupe terroriste français des pieds noirs qui a commis beaucoup de gaffes chez nous. C'est comme ça, donc, ils ont dit, bon, pour que ça fasse joli, on va mettre unité. Donc, au tout début, le mot unité ne devait pas être dans le truc là. Donc, l'organisation de l'unité africaine est née par un coup de hasard sous la pression des Algériens.
Conséquence, jusqu'au jour de... Comme les fondations étaient mauvaises, nous continuons de courir vers cette unité improbable. Le truc majeur, c'est que depuis quelques années, depuis l'assassinat de Kadhafi et le bombardement d'un palais présidentiel par une armée française en plein 21e siècle, ce qu'on a constaté, c'est que les opinions africaines ont radicalement basculé vers un panafricanisme actif. Et ils disent à nos chefs d'État, on en a marre de la présence étrangère, on en a marre de cette soumission, on en a marre de ces solutions qui nous viennent de l'étranger. Donc, dans le cas, par exemple, sanitaire, nous voulons une Afrique unie. C'est pour ça que je suis revenu à la proposition de l'unité politique de notre continent. Si on était unis politiquement, si on mettait ensemble nos moyens pour faire dans la recherche, etc., je crois que je peux vous assurer que très rapidement, nous pourrons faire des miracles. Nous avons des intelligences. Paul Ken l'a rappelé, tout le monde le sait. Cheikh Modibo Diarra, il était le directeur de la Jet Propulsion Laboratory de Max à la NASA. Tout le monde le sait. Il faut être bien à un certain niveau pour être à ce niveau-là. Vous comprenez? On a plein d'intellectuels à tous les niveaux. Le problème, c'est leur mise en commun et l'organisation de nos sociétés. L'histoire de la recherche. Vous avez un groupe pharmaceutique comme Sanofi. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. C'est des monstres. Ces films pharmaceutiques, ce sont des monstres. Mais ils ont de l'argent, ils ont du cash flow. Tout à l'heure, Paul me disait en off. Il suffit que quelqu'un, une de ces films dise que, attention, je suis sur le point de découvrir un vaccin, et directement à la bourse, boum, ça flambe, son accent flambe au niveau de la bourse. Et c'est de l'argent qu'ils engrangent comme ça pour continuer à consolider leur entreprise. Ce que nous n'avons pas. Quand nous crions sur ce plateau, j'entends sur les économistes dire qu'il nous faut des investissements directs, qu'on soit capable de les capter. On va les capter comment? On pourra que les capter que si nous devenons une proposition, n'est-ce pas, probable ou bien probante sur le plan mondial. Tant que ça ne va pas être le cas, on ne pourra pas. Pourquoi on a délocalisé en Chine la plupart des industries, même la fine fleuve, vous savez l'affaire ArcelorMittal, où les Français blaguaient en disant c'est pas possible. On a bradé de champagne pour la bière frelatée. Vous voyez, c'est parce que la Chine est devenue un pôle, d'excellence sur le plan technique. 2, c'est vrai, il y avait la question de la main-d'œuvre qui était d'un très bon niveau, mais qui coûtait moins cher. Mais c'était d'abord un pôle d'excellence sur le plan technique. C'est-à-dire, si vous faites une aile de Boeing en Chine, vous n'enviez pas une aile de Boeing qui a fait, je ne sais pas, au Texas ou bien en Irlande, etc. Ça va être la même aile de Boeing avec les mêmes caractéristiques d'ordre technique. Donc, à partir de ce moment-là, ils se sont dit, pourquoi ne pas... Parce que le capitalisme, c'est leur problème. Oui. Comment faire pour gagner beaucoup plus, engranger beaucoup plus de bénéfices? Ils sont allés là où il y avait une main d'œuvre moins chère, où vous avez des mesures incitatives de point de vue des impôts, etc. Donc, c'était la Chine. Donc, c'est ça. La Chine n'a pas dormi. Ils n'ont pas dit, on va être des BAM. C'est parce que, en fait, les économies africaines, ou bien les industries africaines sont des industries de BAM. C'est là. On achète ailleurs pour revendre. Il y a la grosse question de la brocante. Est-ce que, avec les milliers de morts qu'on voit en Europe, là, on ne va pas avoir une défaillante de la brocante de ces défunts en Afrique bientôt? Je crois qu'il faut aussi ça qu'on commence, et l'Afrique péri, qu'on commence à voir. Les autres ne sont pas restés dans l'attitude de BAM. C'est là. Ils sont restés dans l'attitude de, on capte. N'est-ce pas? Et on fabrique tout sur place. Voilà. On fabrique sur place et on améliore même. Au point où maintenant la Chine est capable d'envoyer des fuseaux. Il menace même d'occuper une partie de la Lune. Ce qui est extraordinaire. Personne n'aurait pensé à une chose comme ça dans les années 70. Donc je dis que l'Afrique n'est pas en retard. Il suffit que les bonnes décisions soient prises. Maintenant, je peux vous assurer que très rapidement, nous irons très vite. Et pour cela, cette affaire de Covid organisme, moi je reviens encore sur cette solution. Au lieu de tergiverser, que les chefs d'État africains la prennent. On dit, on va l'acheter. On va la produire sur place. On va, comment dire ça, on va même participer au capital à la fabrication de cette affaire-là. Voilà. De telle manière que tous les matins, nos enfants, avant d'aller à l'école, de sortir, ils prennent une dose de Covid organisme. Pourquoi pas? Ça va être, c'est seulement comme ça que nous allons nous en sortir. Par l'union, par la synergie, par les passerelles, par le fait que nous serons en capacité de former cette digue-là. C'est-à-dire que cette capacité de puissance qui va nous permettre, avec l'unité politique, d'avoir une vision globale, une vision, j'allais dire, commune par rapport à l'idée que nous faisons de développement. Si on ne le fait pas, effectivement, comme Paul le disait, comme Anatole l'a répété, ne vous soyez pas étonnés. D'ici 2 ou 3 mois, on va vous dire qu'une firme pharmaceutique a trouvé
la solution miracle. Et quand on va gratter, on va se rendre compte qu'en réalité, la source de la solution miracle vient de Madagascar. Et là, nous n'aurons que nos beaux yeux pour pleurer. Surtout qu'ils vont nous vendre ce vaccin à prix d'or, qu'on va annoncer à tous nos petits-enfants. Et leurs comptes bancaires vont continuer à gonfler. Et nous, on va continuer à s'approprier. C'est une question de courage. C'est une question de détermination, mais c'est surtout une question d'ambition pour notre continent, pour les décideurs du moment. Paul Ken, qu'est-ce qu'on attend justement pour faire cela? Parce que jusqu'à preuve de contraire, le Covid organise. Qu'est-ce qui empêche justement aux chefs d'État africains, depuis qu'on en parle d'ailleurs sur ce plateau, qu'est-ce qu'on attend justement pour qu'ils le fassent? Pour que tous ensemble, unis autour du Covid organise, on décide de produire sur place, de le faire boire à tout le monde, même si c'est moins cher. Nos chefs d'État ne sont pas assez ambitieux. Il leur manque cette ambition. Oui. Cette volonté d'aller au-dessus de leur potentialité. Il faut avoir cette énergie-là. Et je dis, le jeune malgache là pourrait éventuellement faire beaucoup de choses. Kadhafi aurait pu le réaliser. Mais Kadhafi était d'abord allé très loin en complicité avec les Occidentaux. C'est quand il a réalisé que ces gens-ci ne m'aimaient pas. Et que en réalité, nous avons ils avaient tous la même peau, mais il ne cessait de le considérer pour un Africain. Comme un noir. Il faut et préciser. à un moment donné, comme c'était un homme sulfureux, il s'est mis donc à vouloir leur démontrer combien il était fort. Et ils ont décidé son arrêt de mort. Voilà ce qui s'est passé. Kadhafi aurait pu réaliser de très grandes choses. Les ambitions qu'il nourrissait pour son continent étaient certes légitimes, mais il y a eu à mon avis, ça c'est mon analyse, il me semble qu'il y a eu un excès de zèle. De zèle, et ça a plutôt poussé les autres à se dire, mais effectivement, s'il réussit, il va nous enterrer vivants. Donc, immédiatement, ils ont décidé de l'éliminer. Et je reviens également sur un autre côté, il y a trop d'égoïsme en Afrique. Pour peu que tu te rendes compte que tel risque d'occuper tel poste avant moi, tu es prêt à l'éliminer, à lui poser tous les obstacles sur sa voie pour qu'il n'y parvienne pas. C'est en réalité même la source de beaucoup d'échecs en Afrique. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à occuper les postes pour lesquels ils ont de l'expertise, tout simplement parce que d'autres personnes, en tout cas leurs concurrents, qui au moment opportun n'ont pas les capacités de pouvoir démontrer que je peux réaliser telle chose, ils se rendent, on utilise des voies, je peux dire, peu orthodoxes pour devenir des obstacles. Donc si l'Africain pouvait comprendre que non, dans le domaine de la communication, par exemple, gérer un débat comme celui-ci, c'est M. Ngos qui est le plus à même de le faire. On te laisse faire, mais on verrait une Afrique en train d'exceller, en train de survoler, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver qu'on nomme n'importe qui juste parce qu'il a des accointances avec le directeur de telle société ou bien le tel chef d'État. Conséquence, les vraies valeurs sont mises sur le boisseau et l'Afrique continue de climer. Combien de nos jeunes, en tout cas, pas seulement de jeunes, combien d'Africains sont calés en Europe tout juste parce qu'on leur dit que la double nationalité ne peut pas être admise chez vous. Conséquence, monsieur se rend compte que la nationalité acquise de l'autre côté lui a permis quand même d'avoir une assise, une expertise, un nom, il s'est fait un nom. Mais s'il revient dans son pays, on va lui dire, attends, tu n'es même pas de ce pays. J'ai vu un musicien dans notre pays, on lui a empêché d'être candidat à la société de droit civil parce qu'on l'accusait d'avoir acquis une nationalité américaine. Avoir acquis une nationalité américaine, est-ce que c'est un délit? Non. Il faudrait que les Africains arrivent à accepter que les gens s'asseyent et que chacun apporte sa modeste contribution. Albert Anatola, ici, peut-on dire aujourd'hui que Andry Rajoelina est réellement en danger s'il n'est pas soutenu par ses autres compères, pour ne pas dire, il faut le dire également, ses autres frères africains? Mais écoutez, tout à l'heure, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons il y a deux problèmes qu'il faut évoquer. La première, c'est qu'il faut que l'Union africaine cède ce machin, que ce soit vraiment des tiroirs, que ce soit véritablement cet organisme opérationnel qui défend, panafricaniste, qui a une vision panafricaniste, qui défend les intérêts, n'est-ce pas, des États africains. Parce que je trouve scandaleux. Nous allons très scandaleux que
l'OMS arrive à Madagascar et se met à avoir une telle attitude. Non, c'est inacceptable. On est à la barbe de l'Union africaine, dont on entend toujours la prise de parole par rapport justement à la pandémie. Depuis, on attend toujours à Natola ici. Jusque-là, on n'a pas de réaction qui vient de l'Union africaine. Je trouve cela absolument scandaleux. C'est-à-dire, l'Union africaine est à fond. C'est paradoxal. Deuxième chose, il faut une volonté politique. Parce que c'est ça qui pose problème. Vous avez, c'était un exemple que j'aime prendre. Vous avez la fameuse zone de libre-échange continental. La ZLEC. Qui est une très bonne idée, un bon projet, mais qui se met tranquillement dans les tiroirs parce qu'il y a les querelles de leadership. C'est ça l'Afrique donc. Et les autres, ils savent que c'est ça la plus grande faiblesse des Africains, et s'y engouffrent, et ils nous divisent comme ils l'ont fait par le passé, il y a plus d'un siècle, et ils savent que si les peuvent jamais s'entendre sur un petit point, donc ils n'ont jamais de point de convergence, toujours des divergences, eh bien, ils en profitent. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut, pour le continent africain, il faut un leader charismatique qui n'a pas besoin d'être forcément aimé, mais qu'on écoute. Je pense qu'à un moment donné, Kadhafi, peut-être, il était écouté parce qu'il avait des moyens de pouvoir véritablement réaliser le projet panafricaniste. C'est pour ça qu'il était écouté, j'en sais rien. Mais je crois aujourd'hui que le véritable problème africain, c'est quoi? Ce sont ses leaders, ce sont ses dirigeants, je veux dire, ses dirigeants. Il y a une jeunesse qui est panafricaniste, mais pas ses dirigeants. Ça, il faut le préciser. Nous avons une jeunesse panafricaniste, mais pas ses dirigeants du tout. Du moins, certains ne le sont pas du tout. Donc, je crois qu'il faut véritablement qu'on rentre dans l'idéologie panafricaniste, parce que c'est la solution. J'ai eu l'habitude de le dire dans le cadre de cette tribune, de savoir, la pandémie du Covid-19 nous offre une opportunité, d'abord de fermer nos frontières, pas pour vivre en autarcie, on ne peut pas vivre en autarcie en économie, mais qu'on vive d'abord en autarcie politique, c'est-à-dire qu'on ne soit plus perméable aux influences extérieures. Parce que lorsque quelqu'un vous donne son argent, vous devenez son larbin. Or, il faut donc que cela cesse, que nous soyons dans des rapports, je veux dire, décomplexés, d'égal à égal, respectueux, des droits et des libertés de chacun. Parce que si nous sommes toujours dans cette relation de paternalisme, de condescendance, oui, pour certains, moi ça me pose un problème. Donc je crois aujourd'hui qu'il faut absolument, pour ce qui concerne Madagascar, effectivement le président malgache, à un moment donné, on va le trouver agaçant. Parce que quelqu'un dit sur ce plateau, il est atypique. Il a une attitude atypique, il a un langage atypique, et puis il sort d'un milieu que tout le monde sait. Donc, à un moment donné, il va devenir agaçant, et pour certains, il a aussi des amis à l'extérieur, c'est-à-dire des Occidentaux, il va devenir agaçant pour certains, et même dans son entourage, et même sur le continent africain, nous connaissons la suite. Donc, je pense que, justement, nous devons le protéger. D'abord, ses citoyens doivent le protéger, ses collègues africains doivent le protéger, les jeunes africains, la jeune africaine doit absolument le protéger. Parce que voilà au moins un jeune qui ose. Messieurs, nous allons terminer justement cette édition de d'IBS Matin. C'est la première édition de cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Patient, pas fin d'homme, j'aime souvent terminer par là. Ce qu'on fait, c'est d'abord de continuer à respecter les règles barrières. Oui. On ne cessera jamais d'insister vraiment là-dessus. Il faut dire à nos populations que cette maladie existe. Elle tue. Je crois que dans un pays comme le Cameroun, où il y a une flambée déjà depuis quelques jours. On a déjà 4400 personnes de contaminées. De contamination. Il faut rappeler cela à nos populations. C'est capital, c'est crucial. Un masque, tout le monde peut se procurer un masque aujourd'hui. Donc, d'un cache-nez à 200 francs, 500 francs, on peut l'avoir. Alors, on voit des gens qui sont dans les bars qui dépensent des sommes énormes, des dizaines de milliers de francs, mais ils n'ont pas ce minimum-là. Nous pensons que vraiment... écoutez, cette question-là, rejeter la responsabilité uniquement sur le gouvernement, c'est une fuite en avant. Parce que la responsabilité, elle est d'abord individuelle, avant d'être collective. Oui. Donc, il faut vraiment que les gens fassent attention. En même temps, nous disons quand même au gouvernement, il y a des préfets à la ville de Douala, je crois, qui ont sorti des communiqués, mais au niveau de l'application, c'est très laxiste.
on a l'impression qu'eux-mêmes, ils commencent à être soit fatigués, soit ils se disent que bon, de toute façon, cette affaire-là, finalement, elle ne touchera pas. Mais nous constatons surtout que cette maladie est en train d'emporter beaucoup de nos seniors. Oui. Et moi, j'ai plein de cas de gens que je connaissais qui sont partis et ça me fait très mal. Je pense qu'il faut que quelque chose soit fait. Et cette chose doit être faite à la lumière de ce que nous avons vu à Madagascar, n'oubliez pas. Et souvent, il y a des rapprochements historiques comme ça qui doivent nous ouvrir les yeux. Madagascar, en 1947, quand même, c'est la première grande fronde, n'est-ce pas, une révolution des Malgaches contre la présence française. En 1947, ça fait plus de 700 000 morts. 700 000 morts pour imposer la présence française à Madagascar. Et quelques temps après, nous sommes un 25 mai. Le 25 mai au Cameroun, en 1955, il y a les émeutes qui vont éclater contre la prétendue loi cadre. C'est des milliers de morts qu'on va tuer à travers le pays. Donc ce jour aujourd'hui, c'est le jour qui commémore le début des massacres de mai 1955. Donc je prends dans le cas de Madagascar. Déjà en 1947, c'est un génocide. Pour l'époque, 700 000 morts. Au Cameroun, dès 1955, c'est une nouvelle page sombre, brutale et barbare que la France de M. Roland Pré, qui était le haut commis français ici, va imposer au peuple camerounais. Donc ce jour aujourd'hui, pour tous les nationalistes, est un jour fondateur, un jour extrêmement important dans la quête de notre souveraineté. Cette souveraineté passe aussi par des solutions qu'on enveloppe globalement par sanitaire, par endogène, je veux dire, sur le plan sanitaire. Mais, surtout, nous devons dire à nos dirigeants de moment, là je suis d'accord avec Paul Quin, on a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent en Afrique. Mais regardons les directions que cet argent prend pour dépenser. On dépense cet argent dans les futilités, dans des choses qui n'ont aucun sens. Le coronavirus nous rappelle à l'ordre, nous dit une chose simple. Nous sommes tous égaux. Alors, ça ne sert à rien de penser j'aurai mon appartement au bord de Seine, j'aurai, je ne sais pas, un domaine à Méfaire, ou bien sur la côte californienne. Ça ne sert plus à rien. On voit bien que c'est ici en Afrique dont dépend notre bonheur. Quelqu'un disait, il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Je pense au moins que nos décideurs de moment le comprennent aujourd'hui. Parce que ce qui se passe avec cette maladie, elle ramène tout le monde au même niveau. Nous sommes tous des égaux enfin, face à la mort, face à la peur de la maladie. J'ai un ami dont je ne vais pas citer le nom ici, qui a été victime de corona, il s'en est sorti. Mais c'est un garçon qui aime le football. Maintenant, il va au stade pour jouer avec ses amis. Non, on dit non, mais pour l'instant, la stigmatisation. Il n'y a pas de suivi psychologique pour ces anciens malades qui s'en ont sortis, etc., etc. Sur le plan économique, nous n'en parlons pas. Donc, on va avoir beaucoup de problèmes. C'est à nous de mieux nous organiser, à nos États de mieux nous organiser, à nos dirigeants qui planquent les gens dans les paradis fiscaux, l'argent dont nous ne sommes même pas sûrs de récupérer un jour, eux, leur famille, les copains et les coquins, qui mettent cet argent-là dans la recherche. Justement, dans la recherche. Et dans l'Union africaine. Oui, dans la recherche des solutions pour qu'on puisse en sortir. Paul Kane, rapidement, le temps nous est imparti. Oui, je voudrais terminer en rappelant que le masque, c'est une mesure, en tout cas c'est un outil absolument important pour chacun de nous. En plus, je voudrais réitérer que en ce moment, le Covid a fait en sorte que beaucoup d'emplois sont complètement perdus. Et ça risque d'être davantage plus long pour beaucoup de personnes, cette période de difficulté. Mais sachez que chaque médaille a son revers. Quand il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Quand en 2009, il y a une technologie qu'on appelle la blockchain, qui a facilité la naissance d'une monnaie virtuelle décentralisée non contrôlable par ceux qui ont toujours eu à nous imposer ce que nous ne voulons pas. Cette monnaie qu'on appelle le Bitcoin a permis à beaucoup de pays de se sentir à l'aise, de multiplier des richesses et même à beaucoup d'individus. Aujourd'hui, dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, il y a des jeunes qui n'ont plus besoin de créer une demande d'emploi et se présenter quelque part. Pourtant, ils ont des diplômes. Ouais. Mais je vous assure, avec ce qu'on appelle le téléphone portable, le smartphone, en ce moment où il n'y a plus facilement d'emploi, il faut utiliser le téléphone portable pour se faire de l'argent avec le télétravail, avec l'économie numérique, avec le New Retail. C'est possible. Ne restez pas les bras croisés en vous disant, comme notre patron ne paye plus le salaire, on est mort. Utilisez l'économie numérique. Votre téléphone portable doit devenir pour vous votre propre bureau.
Je vous invite à le faire dès maintenant. Il est encore possible. Merci beaucoup à Paul Kane. C'est lui qui a besoin, en tout cas, de connaître l'économie guinéenne. Me faire signe, en tout cas, vous aurez une numéro au téléphone de Paul Kane. Albert Anatola ici, vous également, votre mot de fin. Oui, je voudrais rejoindre un peu mon aîné parfait pour lui faire comprendre que la pandémie du Covid-19, c'est une mise en ordre, une mise en ordre mondiale. Donc, il n'y a pas meilleur message que celui-là. Et la deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que dans le contexte camerounais, il faut qu'on change la communication. Parce que vous constatez que la plupart des contaminés la plupart des décès ou des nouveaux cas sont communautaires. Ça veut dire qu'il faut changer la communication parce que j'ai toujours eu l'habitude d'insister dessus. Le port des masques facieux fait partie des solutions, mais c'est pas tout à fait c'est pas la seule solution. Parce que il y a le lavage des mains. Je connais des quartiers dans l'agglomération de Yaoundé ou de Douala qui n'ont pas d'eau depuis 2 mois. Alors, comment fait-on pour laver les mains, Ça, c'est la grande interrogation, Albert Anatola, ici. Alors, moi, je pense que, deuxième chose, il faut investir dans la santé. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, si on avait investi dans ça, si on avait été proactif, on aurait évité beaucoup de dégâts. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Patient Parfum d'Homme, Paul Kane, Albert Anatola ici, merci d'avoir été là. Je vais également dire merci, il faut le préciser, à Cyril Amassana du côté de Bafia. Ils sont d'ailleurs très nombreux là-bas du côté de Bafia, il faut le préciser, qui nous regardent. Ils m'ont d'ailleurs dit que hier, par téléphone, qu'ils ont créé des fan clubs et que tout Bafia est rempli justement d'IBS Matin. Je dois également dire merci à Lène Marie-Joseph du côté de Malabo en Guinée équatoriale. Là-bas également, il y a des fan clubs et des fan clubs d'IBS Matin. Et sans oublier bien sûr surtout le triangle national camerounais où il y a des fan clubs d'IBS Matin. À vous tous d'ailleurs, je ne vais pas retenir tous vos noms. Je vous dis merci de nous suivre et surtout de nous garder dans votre cœur. C'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne et bien l'information hier en continu. Bonne journée et surtout bon début de semaine. Au revoir.